Les vraies voix, Frédéric Brindel. 18h30, le grand débat, nous y sommes pour votre petite consultation sur les comptes, sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Aurore Cachia s'est occupée de tout, vous donnez votre avis. À la réalisation de l'émission, Lucille Montier s'est occupée de tout, vous pouvez écouter. Dites-moi, les femmes ont repris le pouvoir à Sud Radio, c'est bien mesdames. Alors je vais modestement prendre la parole pour évoquer un sujet important qui est crucial, les femmes en politique. Nous avons une première ministre, nous avons une présidente de l'Assemblée nationale, nous avons plusieurs présidentes de groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Nous avons des ministres femmes, c'est très bien, tout le monde est content, mais au bout du compte, est-ce que le quotidien de cette vie politique donne plus de place aux femmes? Vous donnez votre avis, donc, je vous le disais, mais aussi, nous allons réécouter deux, trois petites choses, notamment la première ministre, Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, dans son discours, sa déclaration de politique générale, prend la parole et rend hommage aux femmes. Elle est applaudie très longuement par l'Assemblée nationale. Nous avons fait un petit montage, donc coupé les applaudissements très nourris. Écoutez Elisabeth Borne. C'est la République qui a ouvert la voie à tant de femmes avant moi. Je pense à Irène Joliot-Curie, Suzanne Lacorre et Cécile Brunschvicg, première femme membre d'un gouvernement en 1936 sous le Front populaire. Je pense aux 33 premières femmes à faire leur entrée dans cet hémicycle au lendemain de la Libération. Je pense à Simone Veil, dont la force et le courage m'inspirent à ce pupitre. Je pense à Edith Cresson, première femme à accéder aux fonctions de première ministre. Et elle était très émue à cette occasion, Elisabeth Borne, Edith Cresson, qui avait été première ministre. À l'époque, on disait Madame le Premier ministre, de mai 1991 à avril 92. Important donc, question cruciale qui marque toutes celles qui font la vie politique à les écouter. Et elles prennent de plus en plus la voix, le tempo du débat, c'est ce qui ressort à l'Assemblée nationale avec sa présidente, Yaël Braun-Pivet. Écoutez cette passe d'armes. Madame Simonet, je vous précise... Madame Simonet, je vous parle. Je vous précise qu'avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle. Voilà, pour planter le décor. Qui pourra dire aujourd'hui qu'il regrette que les femmes s'imposent en politique? Personne, puisque la politique, c'est la gestion de la cité, que la cité se vit avec les hommes et les femmes. C'est logique. Maintenant qu'il y a eu cette installation, est-ce qu'on est toujours sur des démarches machistes, sur des propos sexistes qui, d'une certaine manière, freinent l'évolution de l'action politique féminine? Pour en parler, en grand témoin, Juliette Méadel, que nous remercions, ancienne porte-parole du Parti socialiste, ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, aux fonctionnaires. Merci d'être avec nous, Juliette Méadel. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vivez? On va bien sûr solliciter nos vraies voix autour de la table qui ont plein de questions et plein de réactions avec ce qu'on vient d'écouter. Comment vous jugez l'évolution de ces derniers mois? C'est comme si finalement, déjà à l'Assemblée nationale, quand Elisabeth Borne a pris la parole, il y avait une autocensure de ceux qui n'avaient pas de volonté respectable, en ayant tous en tête l'accueil déplorable qu'avait eu Edith Cresson au début des années 90. C'est comme aussi il y avait eu finalement beaucoup de pédagogie et qu'on était passé à une autre ère. Est-ce que vous le sentez?
Écoutez, oui, c'est-à-dire que je ne peux que m'en réjouir. J'espère, j'ose espérer que les blagues machistes et les réflexions odieuses qu'avait eu à subir Édith Cresson il y a presque 20 ans aujourd'hui ne se renouvelleront pas. Et je ne peux évidemment que l'espérer, mais vous savez, on a la chance d'avoir une femme première ministre et puis une femme à poigne. On a la chance d'avoir une femme présidente de l'Assemblée nationale et je trouve que c'est un vrai progrès. Maintenant, c'est pas pour ça que les réflexes machistes ont disparu. C'est pas pour ça que l'autocensure des femmes en politique est terminée. Et le chemin qui reste à parcourir est encore long. Et je vais vous dire même plus. Moi, je trouve que tout ça va trop lentement. Je me souviens d'avoir participé de près à la campagne présidentielle de 2007. Vous voyez, ça date. Ça fait 15 ans et donc j'étais dans l'équipe de Ségolène Royal et je peux vous dire que la misogynie qu'elle a eu à subir, non seulement à l'intérieur du Parti Socialiste mais aussi évidemment dans le débat public, était d'une violence incroyable. J'espère que 15 ans plus tard, si une femme autre, enfin en tout cas était une femme d'un parti, enfin qu'il y ait plus de femmes, parce qu'il y a eu des femmes candidates aux élections présidentielles aux dernières et je m'en réjouis. Mais moi j'aimerais bien que ça devienne complètement un sujet complètement banal et que on se pose pas la question de savoir si c'est des femmes, quoi. On les considère comme des candidates à la présidentielle, mais sans même se poser la question de leur genre. Oui, c'est ça finalement la vraie avancée. Alors moi, à titre personnel, j'ai 1000 questions à vous poser, mais nous allons bien sûr évoquer tout cela avec nos vraies voix. Je le rappelle, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, qui a donc une vision très précise sur la question. Philippe Charlez, expert en questions énergétiques, et puis Ala Oukili, journaliste Sud Radio. Vous commencez, Olivier d'Artigol. Oui, quand je réfléchissais, je repensais au débat parlementaire quand ces messieurs, entre eux, évoquaient le droit de vote pour les femmes ou pas. Il faut relire ces débats-là et voir le chemin parcouru. Je repensais à la première Assemblée nationale constituante, à la Libération et l'arrivée des femmes parlementaires. Moi, j'ai fait mon chemin politique aux côtés de Marie-Georges Buffet. Qui a été ministre des Sports. Oui, et qui m'a donné une consigne. Elle me dit, tu sais, concernant le droit des femmes, c'est jamais acquis à jamais. Simone Veil l'avait dit aussi. Regardez ce qui se passe, on a parlé des États-Unis dans l'émission, ce qui se passe sur le droit à l'avortement. Concernant les femmes en politique, bien sûr, on peut se dire, au regard de ce qui a été dit par Juliette Méadel sur ces femmes en responsabilité, à Matignon, à la présidence de l'Assemblée nationale, sur des ministères très importants, que enfin le gué est passé, et que nous ne sommes plus au milieu du gué. Mais je crois qu'il faut toujours être attentif. J'ai vu sur ce début de mandat des comportements sexistes, masochistes. Des exemples Non, parce que j'en oublierai. Donc, mais tout n'est pas réglé dans l'hémicycle. Tout n'est pas réglé concernant des femmes parlementaires. Voilà, je serais moi pour des sanctions vraiment très fortes concernant les députés qui se comportent de cette manière-là. Et puis il y a bien sûr après la vie politique, ça n'est pas que l'Assemblée nationale. Il y a aussi ces élus de terrain qui donnent beaucoup à nos territoires. La loi sur la parité a permis bien sûr une évolution sur la présence de ces femmes dans la vie politique locale, mais mes collègues par exemple au conseil municipal de Pau me disent aussi parfois la difficulté pour elles d'exercer ce mandat, surtout quand elles sont dans un exécutif municipal, parce que la société n'a pas aussi évolué très rapidement sur d'autres questions concernant l'égalité. Bon, Juliette Méadel, vous avez évolué au plus haut niveau de la politique, c'est-à-dire à l'intérieur d'un gouvernement. Vous nous donnez peut-être des exemples précis du vécu d'une femme en politique avec ce que ça entraîne de souffrance psychologique, peut-être. Bah, écoutez, oui, je vais pas me plaindre parce que j'aime pas ça, mais c'est certain que quand j'ai commencé à faire de la politique au début des années 2000 jusqu'à mon entrée au gouvernement, j'en ai vu beaucoup. Ça va de comment vous dire les sanctions que vous subissez parce que vous n'avez pas voulu rentrer
dans des comportements de séduction, voire plus. Donc ça va de ça à des réflexions sur votre âge, votre physique, la façon dont vous êtes habillé. Alors c'est pas toujours désagréable, enfin on n'a pas forcément envie d'entendre parler de la couleur de sa robe ou de la hauteur de sa jupe quand on prend la parole pour, par exemple, présenter un projet de politique financière, ce qui était mon cas. Et puis ça va jusqu'à, effectivement, quand j'étais membre du gouvernement, je me souviens d'avoir entendu, parce que moi je suis rentrée au gouvernement enceinte de 5 mois. Oui. Et quelqu'un dont je tairai le nom m'a dit, quelqu'un qui évoluait à un très haut niveau, m'a dit oh ben, tu comprends, le fait que tu sois enceinte, c'est vraiment essentiel pour cette fonction, parce que moi je m'occupais des victimes d'attentats, et donc ce dit conseiller m'a dit c'est vraiment bien, parce qu'une femme enceinte, comme ça va être bien pour s'occuper des victimes. Vous voyez, alors même que sur cette fonction, on attendait de moi, moi j'étais avocate, je connaissais bien le fonctionnement des indemnisations, le fonctionnement de la justice pénale, les questions qui relèvent de santé publique, et c'est ça que j'ai mis à profit, c'est pas le fait que j'étais enceinte. Vous voyez, oui. et ce type de réflexion, vous laissez tomber parce que vous dites que ça n'a aucune importance, malgré tout, c'est exaspérant, et en fait, ça touche à ce qu'est votre légitimité, et on cherche à atteindre votre légitimité à être nommé dans ces fonctions, en fait. Et ça montre à quel point la politique est absorbée par des questions d'image, de représentation, et finalement on oublie le concret de l'action. J'aimerais qu'on ait une réaction au 0826 300 300. Hervé, qui habite Antony dans les Hauts-de-Seine. Vous n'êtes pas loin d'ailleurs de chez Juliette Méadel, qui est à Montrouge, de mémoire. Je vous parlerai de la misogynie aussi à l'encontre de l'élu local que je suis, parce que tout comme vous le disiez tout à l'heure, les choses ne vont pas totalement changer. Voilà, alors on est au sud de Paris, de Montrouge à Antony. Hervé, réaction. Écoutez, moi je m'amuse d'entendre les réactions de victimisation de Juliette Méadel. Je pense que, si vous voulez, le processus de Pourtant, ce n'est pas drôle, quelqu'un qui souffre, non? Je sais pas. Oui, enfin bon, j'ai l'impression qu'elle en fait un peu trop. On lui demande son ressenti, elle vous dit qu'elle souffre. Non, si vous dites qu'elle fait son... Tout ça, c'est une stratégie. En fait, si vous voulez... pas forcément. Pourquoi vous y voyez de la stratégie partout, Hervé? Non, pas forcément. Si vous voulez... Laissons de côté Juliette Méadel, elle a la gentillesse de venir. Et puis, allez-y, vous. Le processus de libération des femmes est largement engagé. Moi, je rappelais simplement à la gauche, elle oublie facilement l'histoire. Elle se donne souvent le beau rôle, en se donnant des postures, si vous voulez, avantageuses. Moi, je rappelle simplement que c'est les révolutionnaires de 89 qui ont enfermé les femmes. Je vous le rappelle que Robespierre a fait guillotiner les femmes qui étaient trop indépendantes. Que si les femmes n'ont pas eu le droit de vote, elles auraient pu l'avoir en 1919, c'est parce que la gauche radicale socialiste s'y est opposée, au Sénat en particulier, en 1919-1920. D'accord, mais en arrivant à notre époque, Hervé, attendez Juliette, je vous donne la parole, parce que là c'est vrai qu'on est parti sur des bases quand même assez élevées. Bon, Hervé, je comprends bien, votre propos va devenir très intéressant. Le Parti communiste présentait des femmes sur des listes alors qu'elles n'avaient pas le droit de vote, vous savez. Alors, laissons peut-être le passé, mais on va dire que aujourd'hui, vous sentez quand même, cher Hervé, que ce que je perçois dans votre intervention, c'est que finalement, les femmes, ça y est, se sont installées. Bien sûr, c'est bien. Mais qu'il y a des résistances, mais qui le nie? Moi, je ne le lis pas, bien évidemment. Il y a des gens qui sont rétrogrades. Il y a encore des comportements qui sont, d'ailleurs, surtout, peut-être, c'est vrai, surtout peut-être, j'ai une partie des députés, mais pas tous systématiquement. Donc, si vous voulez, moi, je crois que non, mais quand je disais une stratégie, moi je pense que si vous voulez, on exagère beaucoup. Moi, vous voyez ce que je remarque, mais c'est pas mon opinion politique, mais est-ce que Juliette Méadel est très contente que ce soit une femme qui dirige le Rassemblement national? Alors réponse. Mais monsieur, je vais vous répondre, monsieur, sur un point qui me semble utile pour nos auditeurs, loin des invectives personnelles, parce que ça n'a aucun intérêt. C'est qu'en fait, si vous voulez, moi je crois que la misogynie irrigue tous les partis politiques. Bien sûr. Du tout. Je ne crois pas du tout, et donc ce que je raconte à la demande de votre demande, de ce que je vis en tant que femme de gauche, de ce que j'ai vécu en tant que femme de gauche dans un grand parti politique puis dans un gouvernement, c'est quelque chose, si vous voulez, qui touche
tous les partis politiques. C'est-à-dire que la misogynie, par Juliette exemple, Méadel, Juliette Méadel, vous savez, on est vraiment obligé de marquer une petite respiration. Nous revenons dans un instant. Je remercie Hervé. Oui. En vous écoutant, on a bien vu que les clivages politiques empêchaient peut-être d'avancer la réflexion sur cette vraie question que nous nous posons. Mais ça reste très intéressant, justement. Merci à vous, Hervé. Juliette Méadel, on continue avec vous et nos vraies voix. À tout de suite. Les vraies voix, Frédéric Brindel. Oh, qu'il est passionnant, ce débat. Les femmes sont-elles en train de s'imposer dans la vie politique française? Juliette Méadel est notre invitée, ancienne secrétaire d'État, haut fonctionnaire, élue locale à Montrouge, et puis bien sûr nos trois vraies voix, Olivier D'Artigol, le chroniqueur politique, Philippe Charlez, l'expert en questions énergétiques, et Ala Oukili en tant que journaliste Sud Radio. Alors vous réagissez toujours au 0800 26 300 300. Dans un instant, vous avez la parole. Beaucoup de réactions sur ce sujet. Ala Oukili, déjà, nous venons d'écouter une passe d'armes avec cet auditeur qui dit à Juliette Méadel, mais vous pensez que c'est bien que Marine Le Pen, finalement, soit la tête du RN? C'est-à-dire que comme si cette notion de féminisation de la politique était un peu vampirisée par une partie de la politique. Je crois que tous les partis s'y mettent. Votre réaction? Est-ce que tous les partis s'y mettent? Certainement. Je pense que les partis politiques sont à l'image de la société, et s'il y a du racisme, de l'homophobie, de l'antisémitisme, de la misogynie dans la société, je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas dans les partis politiques et plein de tous les corps de métier d'ailleurs, etc. Maintenant, j'aimerais demander à Madame Méadel si elle ne pense pas que la politique, de toutes les façons, c'est très violent. J'aimerais entendre un homme politique me dire qu'il n'a pas souffert pour accéder à tel ou tel poste en militant avec tel ou tel parti, en s'exprimant à l'Assemblée nationale. Et je voudrais aussi lui dire, regardez, on a une nouvelle élue au Parlement qui fait partie de la NUPES. Je me souviens qu'elle était venue son premier jour à l'Assemblée nationale dans la même robe que portait Cécile Duflot en 2017. Bel hommage, elle avait été sifflée. Cécile Duflot avait été sifflée. Ancienne ministre de l'écologie. Exactement. Et je me demandais, pourquoi on ne pense pas à, par exemple, Moëté Brotherson, qui était aussi député tahitien et qui s'était fait huer quand il était venu en tenue traditionnelle en 2017 à l'Assemblée nationale. En 81, Jacques Lang, avec son col Mao, s'était fait huer aussi à l'Assemblée nationale. Jean Lassalle quand il a chanté. Vous me direz, faut pas chanter à l'Assemblée nationale quand même. Les députés de la France insoumise sans cravate. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas rejoindre Hervé qui, a eu une entrée en la matière qui était plutôt agressive. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'affinité avec Juliette Méadel. Est-ce que quand ça touche quand même à nous, les femmes en politique, on n'a pas tendance à tout un petit peu, pas exagérer, mais je veux dire, on ne laisse rien passer quand nos homologues masculins subissent aussi beaucoup de violence en politique. Est-ce que ce n'est pas contre-productif de jouer sur notre féminité à chaque fois qu'on subit une attaque, en fait, quand les hommes n'utilisent pas leur sexe pour se défendre? Voilà. Oui, d'accord. Réponse Juliette Méadel. J'ai l'impression que tout devient misogyne. Non, peut-être que c'est un débat qu'on peut voir aujourd'hui. Mais vous voyez, sur les 20 dernières années, moi, parcours ce que j'ai vécu, c'est que, évidemment, la politique, c'est évidemment un milieu violent. Et en fait, quand vos adversaires veulent vous éliminer, ils vont chercher tout ce qu'ils peuvent. Alors évidemment, ça peut être des arguments misogynes, ça peut être des arguments ça peut être du racisme, ça peut être de l'homophobie, ça peut être des attaques personnelles. Bien sûr, ça c'est certain. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que la plupart du temps, quand vous êtes victime d'une réflexion misogyne, mais vous plaignez pas dans la vraie vie, vous encaissez en fait. Moi, vous voyez, j'ai fait de la politique pendant 20 ans, mais je me suis jamais plainte de ça. J'ai jamais fait un seul papier, une seule expression en disant c'est scandaleux, je suis victime. Pas du tout. Parce que la réalité, c'est que, moi, c'était pas mon choix, et je pense que la plupart des femmes sont dans mon cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'ériger
l'agression dont on a été victime, que ce soit une agression verbale, que ce soit, je sais pas, un licenciement, que ce soit du harcèlement, on n'a pas du tout envie de mettre ça en avant. On a envie de montrer qu'on est fort et donc on va chercher d'autres arguments. Donc c'est ce que vous dites ne reflète pas moi ce que j'ai vécu sur les 20 dernières années et ce qu'ont vécu la plupart de mes amis et collègues engagés en politique. Maintenant, que certaines aujourd'hui mettent ça en avant, moi je trouve que c'est très bien, parce que ça veut dire qu'elles osent et qu'elles arrêtent de se taire. La réalité, c'est que quand vous êtes victime de quel que soit, de la misogynie, de l'homophobie, du racisme ou n'importe quoi, quand vous êtes victime de quelqu'un qui vous agresse, en général, on se tait en fait, on dit pas. Parce qu'on n'a pas envie, justement, d'être une victime quand on fait de la politique. On a envie d'être fort. Malheureusement, la politique est devenue essentiellement basée sur l'agressivité. Moi, je le vois. C'est-à-dire qu'il y a une première réaction qu'on demande à une déclaration d'un ministre. Ça va être systématiquement, on tire à boulet rouge, quel que soit. C'est le principe de l'agressivité. Alors, c'est promis, je donne la parole et à Philippe Charlez et à Olivier d'Artigol dans un instant, mais nous vous l'avions promis, les auditeurs de Sud Radio, quand vous réagissez au standard. Sandrine, dans le Tarn-et-Garonne, je crois, hein, c'est ça, Sandrine? Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Ah oui, alors je dis bonjour parce que moi je suis en ami. Mais c'est pareil, bon, pas très loin de Montauban, donc, hein, c'est ça, hein? Tout à fait, pas loin de Montauban, tout à fait. Et je suis donc... moi je suis pas engagée dans la politique parce que j'avais pas envie, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la politique et c'est vrai qu'effectivement je suis d'accord avec ce que vous dites, ça devient très virulent et de plus en plus. Bon, moi j'étais engagée, je suis un temps dans le syndicalisme. C'est un peu pareil aussi comme en politique, hein, c'est assez virulent. Moi j'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que moi je suis à Montpellier, je suis montpelliéraine, j'ai vécu en cité, Montpellier, la Paillade, des parents qui étaient gauchistes, tout ça. Donc moi j'ai l'agriculture, j'aimais, je fais des longues études, et après je me suis installée, donc j'ai connu mon époux, et je me suis installée en Tarn-et-Garonne. Et en tant que femme, c'est vrai qu'effectivement, dans les lycées, je l'avais déjà connu à l'époque, je remonte de ça quand j'étais au lycée agricole à Montpellier, t'avais tous l'équipe des Biterrois, tout ça, enfin on rigolait, et c'était toujours, mais tu n'y arriveras jamais. Et c'est vrai que à l'époque, on se battait en tant que femme pour montrer qu'on était capable d'arriver dans ce métier et tout. Donc après, je me suis installée en exploitation agricole dans l'élevage. Je le regrette pas. En 97, ça fait 30 ans, on se bat toujours. Et dans le syndicalisme, c'est pareil. À un moment donné, je me suis engagée. Bon, après, j'ai arrêté parce qu'effectivement, j'étais fatiguée. J'ai une sensibilité, on peut dire, un peu une âme gauchiste, mais j'étais dans un syndicat un peu de droite. Donc, j'avais du mal à comprendre par moment. Donc, j'ai arrêté. Je me suis peut-être trompée. Comme dit mon père, tu t'es trompée. Mais voilà. Vous nous dites, Sandrine, que c'est un combat permanent du fait d'être femme. Voilà, c'est un combat jeune, mais moi, enfin, je me suis battue avec beaucoup de hargne et de pudeur. C'est-à-dire, je n'ai pas réglé mes comptes comme ça. Vous savez, la ténacité, c'est une qualité chez la femme. Voilà. C'est souvent ce que j'ai dit des fois à des collègues. La ténacité, c'est une qualité chez la femme. Et après, la chose que vous ne faites pas, et ça c'est souvent ma grand-mère qui me le disait, c'est que nous, on a la chance de porter un enfant, qu'eux ne savent pas ce que c'est que de porter un enfant. Donc voilà, bon. Le courage. Alors, c'est intéressant. Merci pour ce témoignage, Sandrine. Merci beaucoup. On va faire réagir notre tablé. Mais justement, Philippe Charlez, oui. C'est-à-dire que... il y a de fait des différences, et profondes, et peut-être la première, c'est celle qu'a rappelée Sandrine. Donc on peut dire que oui, les femmes sont en train de s'imposer en politique, et c'était pas simple, mais on va pas dire qu'aussi pour les hommes, ce le soit à chaque fois. Oui, il faut quand même, je pense, revenir sur l'évolution exceptionnelle de ces 20 dernières années. J'avais regardé, donc, en 1945, vous parliez, Olivier d'Artigol, des 33 femmes, ça représentait 5,6% de l'Assemblée. Ça n'était toujours que 6,1% en 1993, ce qui est quand même extrêmement proche, 18,5% en 2007 et presque 40% en 2022. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur une exponentielle et on est finalement extrêmement proche de la parité. Avec des présidentes de groupe, hein, Marine Le Pen pour le RN, Mathilde Panot pour LFI et Aurore Berger pour Renaissance. Et puis même des postes
fondamentalement machistes que des femmes ont occupé. Je pense par exemple à Florence Parly, ministre des Armées, qui aurait cru qu'une femme pouvait être ministre des Armées. Et on a aujourd'hui une femme, tout le monde, Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. Donc ce qui veut dire que les femmes atteignent des postes n'importe quel poste. Bon. Par contre, j'avais une petite question et Juliette Méadel va vous répondre. À Madame Méadel concernant les quotas. Alors, les quotas, donc, c'est-à-dire la loi de la parité, était évidemment une nécessité compte tenu du déséquilibre homme-femme, c'est une évidence. Mais est-ce que vous ne croyez pas que l'égalité stricte ne doit pas être une obsession? Et je dirais que l'égalité, pour moi, c'est surtout l'égalité dans la compétence. Et donc, est-ce que vous ne croyez pas qu'à un certain moment, quand finalement le rôle d'une femme ou d'un homme sera considéré comme à peu près identique en politique, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser finalement les choses se faire et ne pas s'obséder par les quotas ou par la parité? Juliette Méadel. Non, moi je pense que les quotas, c'est la parité, si vous voulez, c'est pas l'idéal, hein, on va pas se mentir, mais c'est quand même la meilleure des manières d'assurer que la moitié de l'humanité soit représentée. Alors j'entends un peu ce que vous dites sur les questions de compétences, c'est toujours ce qu'on reproche aux femmes quand on veut les attaquer. Loin de moi. Non mais pas vous, je dis pas vous. Non, je dis pas vous, je sais bien, je dis pas vous, mais je dis en général, quand on veut attaquer les femmes en politique, on dit qu'elles sont pas compétentes parce que justement, je me fais l'avocat du diable, ceux qui sont contre la parité disent que ça fait accéder aux responsabilités des femmes qui ne sont pas compétentes, mais qui sont là que parce qu'elles sont femmes. Voilà ce que disent ceux qui sont contre. Cela étant, chez les observateurs politiques, tout le monde, il n'y a jamais quelqu'un qui dit qu'un homme est compétent non plus, puisque personne n'est compétent à en croire tous ceux qui critiquent en politique aussi, Juliette Méadel. Beaucoup, absolument, vous avez raison, beaucoup critiquent le politique en général, mais simplement moi ce que je voulais quand même vous dire, c'est que c'est tellement difficile la politique, d'arriver à des nominations pour les femmes, à des nominations à responsabilité, c'est tellement difficile que dites-vous bien que celles qui y sont arrivées dans un environnement qui est quand même pas très porteur, c'est quand même celles qui, comme le disait votre auditrice, Sandrine, se sont battues le plus, ont fait preuve d'une détermination, d'un travail acharné, c'est-à-dire qu'elles bossent en moyenne, moi je le vois en tant qu'élue, je le vois quand même, les femmes bossent beaucoup. Et puis en plus, elles cumulent en général, comme vous le savez, avec autre chose, leur vie familiale en particulier quand même. Mais les hommes de plus en plus participent. C'est des grosses bosseuses. Ouais, mais c'est quand même des grosses bosseuses en général, et ça en fait pas des candidates moins légitimes parce que la parité est là. Donc moi, je crois, pour vous répondre finalement, que et pour conclure, Juliette Méadel, oui. Eh ben, je crois qu'il faut qu'on est encore loin du gué, qu'on n'a encore pas atteint le jour où finalement on pourra avoir une femme à un poste qui soit aussi incompétente qu'un homme, on aura vraiment atteint la parité. Et à la question, on est plus exigeant. Merci beaucoup Juliette Méadel. Et à la question, le grand débat, les femmes sont-elles en train de s'imposer dans la politique française? Les auditeurs de Sud Radio disent non à 76%. Olivier d'Artigol, Ala Oukili, Philippe Charlès, les vraies voix de ce soir, vous avez été parfaits. Merci à vous. Tout de suite les infos.